a augmenté depuis une dizaine d'années, c'est indéniable. On était, je veux dire, sur 30 ans, vous savez, quand on avait fait le rapport sur les cinquantenaires, on avait trouvé un taux moyen sur 50 ans de 2%. 2 points de PIB. On est à 4, en gros. 4, 4,2. Donc on a, le taux s'est certainement amélioré. Il reste que 4%, c'est la moitié de ce qu'il faudrait faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, là aussi, on a mené un tas d'études, notamment celle de la Fondation Abdelrahim Boualemi de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que, au rythme de croissance actuel du Maroc, il nous faudrait, je vous assure, c'est pas une blague, 30 ans, 31 ans exactement, pour atteindre le niveau actuel de la Tunisie, en termes de PIB par tête. 60 ans pour atteindre le niveau actuel de la Malaisie. C'est pour vous dire que le rythme de croissance actuel est non seulement volatile, il est très insuffisant par rapport à des exigences minimales pour la population. Bien. Et de là donc je passe au troisième élément. Le troisième élément, il est psychologique. Chacun de vous peut parfaitement comprendre, et d'ailleurs entre nous, quelques jours avant qu'il ne pleuve, chacun de vous a certainement dû commencer à constater la mine des gens devenir plus sombre. Hein? Vous savez, c'est pas moi qui le dis, Lyoté, dans les années 10, 20, avait dit qu'au Maroc, pleuvoir, gouverner c'est pleuvoir. Gouverner c'est pleuvoir. C'est-à-dire que réellement, je veux dire là, on est dans l'émotion, on est dans le mental, on est dans le psychologique. C'est-à-dire que, et je dirais, c'est l'élément, à mon avis, c'est l'élément que l'économiste ne peut pas saisir, que le statisticien ne peut pas calculer. C'est le psychique de la population. Je veux dire, en période de sécheresse, spontanément, il y a des comportements, par exemple, d'épargne, qui se développent. En milieu rural, c'est évident, quand il y a bien sûr quoi épargner, mais même ailleurs, même en milieu rural, il y a des comportements d'épargne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on épargne, ça veut dire qu'on n'investit pas. Ça veut dire qu'on ne développe pas, on ne crée pas d'emplois, on ne distribue pas des revenus. Donc, forcément, il y a une sorte de climat psychologique d'ensemble qui, je répète, n'est pas mesurable, mais qui impacte l'économie, impacte la croissance, indépendamment des effets directs de la sécheresse elle-même. Je dirais même qu'il y a une sorte d'anticipation de la crise. Et la crise arrive avant la crise elle-même, si je puis dire. Avant que l'éclate, je veux dire, ouvertement, la sécheresse avec tout son... Et ça, c'est un élément qui, à mon avis, si on ne le saisit pas bien dans l'économie marocaine, mais il y a un tas de choses qu'on ne comprend pas dans cette économie. Bien. Donc voilà pour le premier, voilà pour le ciel, si je puis dire. Passons maintenant à la rente. Alors, j'ai dit tout à l'heure, la rente, c'est un privilège, donc un gain obtenu en dehors d'une logique de compétition, et donc un privilège obtenu sur des, disons, sur des considérations, sur des bases de politique, pour faire simple. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant expliquer? D'abord, identifier la rente, c'est quoi concrètement? Il y a beaucoup de gens qui parlent de la rente au Maroc, il faut quand même essayer de lui donner un visage. Concrètement, voir comment elle se manifeste. Ensuite, essayer de voir la situation de rente avec sa logique, comment elle peut être compatible avec une économie qui prétend s'ouvrir, se libéraliser, s'ouvrir à la mondialisation, dont la loi est évidemment par définition le contraire de la rente. Donc d'abord, c'est quoi la rente? Les manifestations, on peut les voir à différents niveaux. Et bien, je commencerai d'abord par les ressources naturelles. Les ressources naturelles, ben, ça veut dire, bien sûr, les fameuses carrières de sable que tout le monde connaît, mais ça veut dire aussi, par exemple, depuis quelques années, les sources d'eau. Le dernier, c'est Bensoumen, par exemple. Ça peut vouloir dire, bien sûr, les ressources halieutiques, la pêche. Ça peut vouloir dire les forêts, etc. Ça peut vouloir dire les terres de Sodea, Sogeta, tout ça je vous dis, vous le connaissez, je sais pas, entre nous on ne va pas entrer dans des détails, on se comprend par code. Mais ce qui est aussi, il n'y a pas que les terres de Sodea, Sogeta, etc. Il y a aussi les terres urbaines,
périurbaines qui sont données à des dirhams symboliques à Doha, juste à côté de vous, et qui sont ensuite vendus 100 fois, 1000 fois plus. On est dans l'enrichissement pur et simple sur des bases de privilèges politiques et rien d'autre. Voilà. Bien. Voilà pour les ressources. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, il y a qui comprend qu'aujourd'hui, en 2011, le secteur des transports de voyageurs, voilà un secteur vital. Le support de la mobilité de tous les Marocains, de toutes les Marocaines. Eh bien, il est encore en pleine logique de rente. Vous avez un agrément, vous exploitez une ligne. Vous n'avez pas d'agrément, vous n'exploitez pas. Il y a évidemment les fameux marchés de gros, notamment donc des fruits et légumes, qui aujourd'hui encore continuent d'être régis par en pleine logique de rente. Vous avez, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, on parle de carreau, vous savez, dans les marchés de gros, on parle de carreau. Eh bien, le carreau, c'est le carreau. C'est vraiment c'est très symbolique, je trouve. Hein. Donc, les marchés de gros. Il y a l'affichage publicitaire. Ça aussi, c'est un espace qui est donné sur des bases purement de rente. Il y a encore la gestion déléguée. L'eau, l'électricité, l'assainissement dans les plus grandes villes maintenant ont été donnés sur cette base. Dois-je vous parler de Alstom avec les trams de Rabat et de Casa et at least but not least le TGV évidemment. On nage dans la logique de la rente évidemment. Bien. Et puis, alors, parce que là, j'ai parlé d'un type. Tu as tout à l'heure, c'est intéressant, tout à l'heure dans ta présentation, tu as parlé de monopole. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Aujourd'hui, la rente, évidemment, elle est aussi à travers l'octroi de situations de monopole. Et les monopoles sont légion. Dans les domaines que nous connaissons, à commencer par le sucre. Comment imaginer qu'en 2012, en 2011, un secteur aussi vital que le sucre soit le monopole? Le monopole, c'est un monopole. D'ailleurs, j'ai dit toujours que ce qui est incroyable, c'est que dans le monde entier, quand il y a une privatisation, par définition, on passe d'un monopole justement public à une pluralité privée. Ben, au Maroc, on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on avait une pluralité. Quand il y avait les entreprises publiques, il y avait une douzaine de sucreries, plus Cojumar, bien sûr. Là, chez nous, on a privatisé et créé un monopole privé. Et quel monopole privé? Mais ce qu'on oublie peut-être, bon, le sucre, c'est très connu, les feux sont braqués dessus, mais ce qu'on oublie souvent, prenez par exemple Fertima, dans les semences. Mais Fertima fait 85% du marché. C'est un quasi-monopole. Dans les semences, dans le bois, par exemple. Alors, je ne vous parle pas de ce que je considère comme étant des quasi-monopoles ou des oligopoles, en tout cas des ententes manifestes, dans des secteurs aussi névralgiques que les banques, que les télécoms. Ce sont des situations de quasi-monopole parce que c'est des ententes entre un certain nombre d'opérateurs qui se mettent en cartel entre eux et s'entendent évidemment pour avoir un comportement sur le marché qui est exactement comme celui d'un monopole. Bien, arrêtons là. Je sais que là, j'aurais pu parler encore de la caisse de compensation, etc. Laissons de côté tout ça, je ne veux pas allonger. Maintenant, ce que je voudrais, avant de passer à la deuxième partie, je voudrais simplement donc vous inviter à relever déjà ce premier dilemme d'une économie qui reste donc, comme on vient de voir, engluée dans la logique de la rente et en même temps se déclare ouverte, de plus en plus ouverte sur la mondialisation. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc est en accord de libre-échange avec 55 pays. On a du mal à imaginer. Mais mieux que ça, 70% du commerce extérieur du Maroc aujourd'hui se fait sur la base d'accords de libre-échange. C'est impressionnant. On a fait beaucoup mieux que beaucoup de pays sur ce terrain-là. Bien. Donc,
il y a là, moi je pense, sincèrement, je pense qu'il y a là une sorte de... Il y a des psychologues qui peuvent analyser intelligemment. Hein. Tu aurais dû amener avec moi un psychologue, on aurait pu probablement se compléter. Mais il y a là quelque part un comportement mortifère pour moi, une sorte de de masochisme réellement. Parce que on se... Non mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ça. À l'intérieur, on développe des mécanismes qui sont fondés sur la non-concurrence. Et en même temps, parce qu'il y a un discours à tenir à l'extérieur, parce qu'il y a une vitrine, une image. C'est pas pour rien qu'on vient d'avoir un siège au Conseil de sécurité. C'est-à-dire tout est lié. Eh bien, il y a une image à développer, et donc on se croit obligé, mes chéris, de s'ouvrir, de faire du zèle. Parce que ça, 55 pays, c'est du zèle dans le libre-échange. Oui. Et donc il y a là, me semble-t-il, un comportement réellement intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le plus important, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la contradiction, elle va s'exprimer dans l'équilibre du modèle lui-même à l'intérieur du pays. Parce que vous ne pouvez pas éternellement libéraliser et protéger. Je veux dire, prenez par exemple, tout ce qu'on est en train de constater. Il est évident que le monopole dans le sucre ne peut pas tenir la route dès demain qu'on commencera par exemple à mettre en application le volet agricole de l'accord avec l'Union européenne ou là avec les États-Unis. Il est évident que d'une manière ou d'une autre, il faudra que ça se casse. Alors, donc c'est d'une certaine manière une autoflagellation. Bien, mais je veux bien que, ça c'est juste, je balance peut-être même de manière un peu provocatrice, hein, ou la provoquante, pour qu'on puisse discuter après. Je passe donc maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, j'ai dit, entre le ciel et la rente, bien, on a vu comment cette économie se débat. Il s'agit maintenant de constater que ces deux éléments peuvent se conjuguer. Et en se conjuguant, ils génèrent un certain nombre de paradoxes. Et moi, j'essaye, si vous voulez, de résumer cela à travers trois paradoxes. Je vais essayer de vous expliquer. Et c'est frappant. Et je vous assure, il n'y a pas besoin d'être économiste, etc., pour être frappé par ces choses. Le premier paradoxe, c'est que n'importe qui, du matin au soir, entend dire que nous sommes dans une économie de marché, où le secteur privé est prédominant, et donc une économie qui doit fonctionner d'abord sur le secteur privé. Et pour d'ailleurs gratifier ce secteur privé, pour lui permettre de jouer son rôle, que n'a-t-on pas mobilisé comme avantages fiscaux notamment, comme subventions, comme crédits, comme privilèges? Et puis quand on voit, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la réalité, on voit d'abord l'État. On est dans une économie qui reste à prédominance étatique, et je m'explique. D'abord, les réglementations, etc., je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais peut-être m'attarder sur un point très significatif, qui est celui de l'investissement. D'abord, normalement, dans une économie de marché, où le secteur privé prédomine, on doit être dans une configuration où, bien sûr que l'État doit toujours exister, mais l'État peut garantir 15-20% de l'investissement, et le secteur privé, 80%. C'est ça une situation logique. Eh bien, on est exactement dans la situation inverse. Prenez par exemple, aujourd'hui, vous savez que le taux d'investissement pour être simple, c'est l'investissement brut rapporté au PIB, à la production. Et donc ça veut dire que c'est l'effort d'accumulation, l'effort qu'un pays fait, c'est-à-dire les hommes et les femmes d'un pays travaillent toute l'année, génèrent des richesses. Qu'est-ce que dans cette richesse qui est générée, qu'est-ce qu'on prélève? Pour construire l'avenir, donc pour investir. Le ratio, il a, au Maroc, pendant longtemps, il a été plutôt médiocre, autour de 22%, 22-23%. Eh bien, figurez-vous que quand même, depuis, allez, on va dire 5-6 ans, plus 6 ou 7 ans même, quand même, il a grimpé à 32-33%.
c'est un taux très honorable. Je vous dis honnêtement, pour une fois, il n'y a rien à dire.